Pacific Buzz. Aujourd'hui, les Pacific Buzz vont parler environnement et plutôt engagement individuel pour l'environnement. Et pour cela, j'ai le plaisir, et vraiment le grand plaisir, parce que je suis très content de l'avoir avec nous sur cet épisode, d'accueillir Henri Médo, le fondateur de Seed Out Fénois, qui, de passage à Tahiti entre deux incubations à Paris, est venu dans les studios de Pacific Venturi pour nous parler de son somptueux projet qu'il mène depuis maintenant à peu près 2 ans. Un petit peu plus, voilà. Et il va nous en parler dans le détail au cours de cet épisode. Henri, Yorana. Yorana, Philippe, et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être présent. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Alors oui, donc je m'appelle Henri Médo, je suis fondateur de Maui Games, qui est un studio de jeux vidéo à impact positif. Donc on développe un premier gros jeu, c'est Seed Out Fénois, qui est un jeu vidéo mobile, multijoueur et coopératif. C'est un jeu type Animal Crossing en fait, qui sensibilise les joueurs aux enjeux de la reforestation dans un univers inspiré de la culture polynésienne. Et vraiment l'impact positif dans le jeu-là, notre défi, c'est de faire de chaque arbre virtuel planté dans le jeu le financement d'un arbre réel derrière. D'accord. Alors, il y a plein de termes que tu as utilisés que je n'ai pas compris. Donc, okay. on va reprendre dans le détail. Ouais. Alors, impact positif, effectivement, c'est ton objectif, c'est d'aider à ce que les gens fassent des bonnes choses. C'est ça, exactement, en utilisant le plaisir. Voilà, donc les faire s'amuser et sans même réaliser aussi quand même qu'ils sont en train de faire des bonnes actions ou Si, alors on vise pas forcément, c'est justement ça aussi ce qu'on veut, c'est pas forcément viser des joueurs qui sont engagés au départ, c'est de viser vraiment les joueurs qui aiment jouer aux jeux vidéo et à travers leur engagement, on va leur faire comprendre que ils peuvent s'amuser en ayant un impact positif. D'accord, et est-ce que ça ne vise que les joueurs de jeux vidéo ou c'est tourné grand public c'est un jeu du coup qui est tourné grand public parce qu'on est dans du jeu Animal Crossing, donc on cible les 25-35 ans et les 7-17 ans. Voilà, donc on a deux tranches d'âge principales. D'accord. Alors le principe du jeu, du coup, c'est... Donc le principe du jeu, en fait, c'est qu'on est dans un monde type simulation, en fait, où on va devoir développer son écosystème. Et le but, ça va être du coup de partir en quête de ressources, d'explorer différents mondes, du coup les mondes des autres joueurs aussi, en quête de ressources pour pouvoir développer son écosystème. Et à côté de ça, en fait, on crée des mondes aventures qui vont amener le joueur à voyager en fait à travers des histoires qui sont inspirées des légendes polynésiennes. Donc on reste vraiment dans de l'inspiration et marqué d'éléments forts de la culture polynésienne. D'accord, donc c'est un jeu qui se veut résolument polynésien. Résolument polynésien dans un premier temps, et après en fait ce qu'on veut, c'est aussi faire découvrir du coup dans un premier temps cette culture polynésienne, et après pourquoi pas essayer d'aller chercher d'autres cultures parce qu'il y a beaucoup de richesses, on peut faire voyager en fait vraiment les joueurs à travers des histoires et des mondes même fantastiques, mais inspirés d'humains et de la culture humaine à travers le monde. Mais polynésien d'inspiration, mais pas que pour le public, c'est-à-dire que le jeu vise le plus large public possible. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, la culture polynésienne, moi, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de la mettre en avant dans ce jeu-là, parce que pour moi, être arrivé à Tahiti, ça a été aussi une révélation pour beaucoup de choses. Un quotidien, des rencontres humaines fortes et surtout la découverte d'une culture qui me fait vraiment vibrer et que je trouve très riche et très émotionnelle aussi. Ouais. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient cette idée ? Qu'est-ce qui t'a... Déjà, quel est ton parcours ? Est-ce que du coup, tu as un parcours de développeur de jeux vidéo ? Ou est-ce que tu viens de complètement autre chose ? Et comment tout ça s'est fait ? Raconte-nous un peu la genèse de Seed Out Fénois. Alors, si je commence par le parcours mon parcours, moi, professionnel, il est un peu, je ne vais pas dire atypique, mais très varié. J'ai commencé des études dans l'architecture en passant un BEP. Après, je me suis dit, comme j'étais à cette époque-là quelqu'un de très gêné, très timide, très réservé, et que je voulais quelque chose d'un peu artistique, je me suis dit, écoute, je vais faire de la coiffure. C'est un métier artistique où on a contact direct avec des gens et où on apprend à parler aux gens, de leur quotidien et tout ça. Donc ça m'a vraiment aidé. Et je suis reparti dans l'architecture parce que le côté... j'adorais la coiffure, mais le côté rendement, devoir être très... Coiffer des dizaines et des dizaines à la enchaîner les clients. Travailler à la chaîne. Travailler à la chaîne, ça perdait vraiment de ce côté passionnant que j'avais pu trouver dans la coiffure. Donc j'ai retrouvé l'architecture en passant mon bac. J'ai bossé en bureau d'études pendant quelques années, donc BTP, je faisais des plans pour des bâtiments, des permis de construire, tout ça. Et après, je suis parti en Nouvelle-Calédonie 2-3 ans. Et j'ai bossé pour une asso
Bora Tortue Marine pendant 9 mois, donc c'était du campement pur en tant que bénévole ou c'était quotidien associatif. Et donc j'ai retravaillé à la suite 2 ans en bureau d'études. Et j'ai découvert la 3D pendant mon parcours. Et en fait, ça a fait sens pour moi parce que c'était vraiment la première chose dans ce métier-là. Travailler la 3D, la modélisation, c'était une révélation. En fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait, de la modélisation. Et je suis rentré en France, du coup, pour faire des études dans le jeu vidéo. D'accord. C'est là que ça a commencé. Mon premier pied dans le jeu vidéo, ça a été à travers la modélisation 3D. Et ma formation, du coup, jeu vidéo, a été au-delà d'une révélation. J'ai découvert tout le potentiel du jeu vidéo, du côté ce que moi je voyais pas en tant que joueur. Toute cette créativité et cette technologie qui s'associait pour créer des mondes, j'aime pas dire monde virtuel, mais des mondes qui sont parallèles, où on peut faire voyager les gens. Monde alternatif. Voilà, c'est ça, exactement. Et ce que je trouve fort dans ce métier-là, c'est que moi, pendant mon enfance, les jeux vidéo, ça a été quand même une ressource aussi quand on se sent mal. Enfin, je me sentais, des périodes où je me sentais mal. Et le jeu vidéo, ça a permis de me sentir compétent dans des objectifs, de me sentir aussi utile dans des jeux d'équipe, coopération par exemple. Et tout ça, c'est ce qu'on a besoin aussi. Je pense que c'est ce que beaucoup de joueurs jeunes retrouvent, même adultes, retrouvent dans les jeux en termes de potentiel. En plus du côté monde parallèle où on peut voyager sans pas oublier notre monde, mais vivre dans d'autres règles et dans d'autres univers. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport justement aux mondes alternatifs. Parce qu'on a tendance à dire, voilà, il y a la vie réelle, la vraie vie, et puis la vie virtuelle dans laquelle il y a effectivement ces jeux vidéo un peu fous, parfois qualifiés de débiles ou autres. Aujourd'hui, dis-moi ce que tu en penses, mais il me paraît de plus en plus difficile de dire que c'est pas une autre forme de réalité aussi, celle qui est en ligne, que ce soit au travers des sites, des réseaux sociaux, des jeux vidéo qui ont un rôle important et éducatif notamment. Et un impact positif maintenant grâce au tien. Alors, c'est un peu le pari que toi tu fais, de dire on va réconcilier les deux réalités et faire en sorte que l'une influence l'autre positivement. C'est exactement ça en fait. C'est vrai que les jeux vidéo ont été victimes, je pense, de beaucoup de préjugés pendant pas mal d'années. Là, ça commence à évoluer beaucoup. C'était comme tu dis, réservé à une catégorie de personnes un peu débiles. On faisait des choses pas sociales et tout ça. Et on le voit de plus en plus, ça change et c'est là aussi où c'est important pour moi de ne pas parler de monde virtuel, même si c'est virtuel. Mais c'est pas que ça, quoi. C'est vraiment la créativité humaine. Enfin, c'est des gens, des humains qui sont derrière en partageant toute leur imagination. Et à côté de ça, tu as des développeurs qui font en sorte qu'on puisse se promener dans ces mondes-là. Et du coup, ça nous fait pas quitter notre monde. Ça nous fait voyager. Ouais, ça ouvre de nouvelles portes. Voilà, ça ouvre de nouvelles portes. Et je pense que c'est pour ça que virtuel, pour moi, ça rappelle trop à des mondes factices, en fait. Et c'est pas ça du tout pour moi, quoi. Il y a du social, comme tu dis. Et puis, il y a des gens qui commencent beaucoup de personnes qui commencent à vivre de ça. Et des passionnés, même sans jouer. Moi, j'ai plus le temps de jouer avec ce que je fais, mais j'adore regarder des gens jouer sur YouTube. Je vois ce qu'ils vivent, quoi. Il y a des compétitions, même sur Twitch. On voit des joueurs on les voit en train de jouer, et puis c'est vraiment devenu quelque chose de très social, quoi, aussi. Absolument. C'est peut-être une capacité maintenant de la population à accepter le fait que notre vie se joue désormais sur plusieurs niveaux, entre guillemets, de type de réalité. C'est ça. J'entendais quelqu'un récemment qui disait que les logiciels et les jeux vidéo deviennent des créations humaines d'une échelle aussi équivalente que celle des pyramides, par exemple, en termes de complexité, de créativité. C'est un énorme travail derrière. Mais je pense que dans tout jeu, derrière, il y a d'abord le concept qui est dur. Enfin, rien qu'à poser sur papier, un concept, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je sais que ça va faire 1 an qu'on bosse et on a fait beaucoup d'itérations juste sur la Bible du jeu, sur les règles du jeu. On a encore un gros travail à faire dessus. Donc rien que ça demande beaucoup en termes de réflexion, c'est des défis à résoudre, des choses, voilà. Et aussi en termes de techno, effectivement, des développeurs qui vont se tirer les cheveux sur plein d'aspects. Et on a différentes catégories de développeurs pour l'intelligence artificielle, pour les mécaniques de jeu, pour optimiser le jeu aussi. On a vraiment derrière une équipe qui peut être immense, parce que derrière, c'est vraiment... c'est des œuvres autant créatives que technologiques. Donc, comme les pyramides, c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment des œuvres qui derrière demandent
beaucoup de moyens humains et aussi voilà, de créativité, enfin une précision. Enfin voilà, ouais, c'est un bel exemple. Alors, dernière question avant de parler plus de toi. Siddharth Fennoy, donc tu le dis, vise à après planter des arbres sur Terre. Comment ça marche exactement? Comment le joueur, dans le cadre de son jeu, va finir par être indirectement ou directement un planteur d'arbres pour aider justement à la reforestation, la lutte contre le changement climatique, etc. Alors en fait, dans le jeu, hein, juste pour parler de cette mécanique-là, de financement des arbres, c'est que derrière, on étudie en fait donc une action réelle, concrète de planter un arbre, ça a un coût, le développement d'un jeu, ça a un coût. Et le défi dans tout ça, c'est qu'on veut que notre jeu soit gratuit parce qu'on veut cibler, on veut pas cibler juste les gens qui ont les moyens de financer des arbres. Et donc derrière ça, on a un modèle économique du coup qu'on appelle freemium, qui est issu de revenus publicitaires. Et donc ces revenus publicitaires-là, on essaie en fonction de la valeur qu'il a à un moment T et de notre communauté, on doit pouvoir l'ajuster sur une mécanique de jeu simple, celle de planter un arbre virtuel, donc de trouver la graine, d'explorer le monde pour trouver des ressources. Et dans le monde du joueur, quand il va planter son arbre, il va devoir l'entretenir et le faire grandir jusqu'à un stade adulte. Et entre tous ces stades, il va pouvoir visionner des publicités qui vont financer jusqu'au stade adulte la plantation d'un arbre réel. Donc dès que l'arbre virtuel atteint son stade adulte, ça finance un arbre réel derrière. Et du coup, le joueur va pouvoir, sur son compte, dans le menu du jeu, retrouver quelle association il a financé, combien d'arbres il a financé. En fait, on veut pas être trop chargé de données en jeu. On veut pas que le joueur soit trop chargé par des données, quelle association il a financé, etc. Mais il peut retrouver toutes ces informations-là dans le menu principal du jeu, en dehors du jeu. D'accord. Donc voilà. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais si, absolument, ouais. C'est tout à fait très clair. Mais du coup, ça veut dire que dans les revenus de l'entreprise, il y a une grosse partie qui va repartir dans les associations environnementales. Ouais. Alors du coup, j'ai parlé d'un modèle économique freemium, donc publicitaire. Ouais. C'est un autre grand défi qu'on se lance et qu'on est en train de concrétiser aussi, c'est qu'on s'est rendu compte, on a écouté du coup en présentant le prototype, les premiers tours. C'était ouais, mais c'est bien de faire un modèle gratuit, mais votre régie publicitaire, elle met en avant des produits qui respectent peut-être pas votre vision, des produits de consommation, votre vision et surtout vos valeurs. Et nous, le message, on le perçoit pas top parce qu'on veut pas que ce soit des produits de consommation qui financent. Voilà. Et ça, du coup, ça a été, on l'a entendu pas mal de fois, et donc on s'est dit, c'est peut-être le moment de créer notre propre régie publicitaire, où on va pouvoir proposer des spots publicitaires, ce que j'appelle des spots publicitaires, mais c'est des expériences justement pendant ce temps de pub qui sont en accord avec, par exemple, qui vont pouvoir faire le lien entre la progression du joueur et son impact réel, en fait, et l'impact qu'il a. Donc on va avoir des spots où on va mettre en avant les ONG qui sont financées grâce aux joueurs, et ces spots-là seront sponsorisés, je dis sponsorisés, mais seront financés par des marques. Donc on ne met pas en avant des produits de consommation, mais l'intention des marques de s'engager aussi dans ces actions positives. Mais les joueurs aussi pourront, à travers cette régie, devenir ambassadeurs de ces spots publicitaires. Donc ils vont pouvoir financer des arbres sur cette régie, et être affiché être affiché pendant ces spots auprès de la communauté et bénéficier d'interactions de l'audience. D'accord. Voilà. Ouais, donc il y a quand même un contrôle à l'entrée des marques pour s'assurer que c'est des marques responsables. Voilà. Que ce ne soit pas une opération nulle, c'est-à-dire que tu ne fais que financer la pollution de tes annonceurs. Voilà, ouais, c'est ça. Et en termes de pollution, nous on s'engage aussi, parce que l'autre problématique qu'on a constatée, en fait, c'est que les publicités, ça pollue. Ça pollue, c'est de la data, c'est des données qui passent, qui sont streamées, qui passent sur Internet. Et juste une publicité visionnée, sachant qu'on peut en visionner des fois des dizaines, voire des centaines par jour, ça génère 19 grammes de CO2, et mis bout à bout, on arrive vite à des kilos, des centaines de kilos, voire des tonnes par an, par joueur ou utilisateur. Et en fait, du coup, on va proposer des spots zéro carbone, en fait, qui sont plus axés sur des spots un peu méditatifs, aussi pour permettre aux joueurs ou aux utilisateurs pendant ce temps de pause, qu'ils puissent se détacher aussi un peu du jeu, fermer les yeux et prendre un peu de temps
pour lui. On veut détoxifier l'expérience aussi pour le joueur. Donc pour nous, c'est aussi un gros projet et on voudra la proposer à terme à d'autres applications engagées pour les soutenir aussi dans leur démarche, dans leur belle démarche. Et nous sommes de retour toujours avec Henri dans les studios de Pacific Venturing Media pour parler de Sida Fénois et surtout de toi, Henri. Maintenant, on va s'intéresser à ton parcours entrepreneur. Donc, on le disait en introduction, ça fait 2 ans que tu es lancé. Tu as démarré à Prism, l'incubateur polynésien. Tu es maintenant à Station F. Non, j'ai été finaliste d'un concours à Station F. Ah voilà, c'est ça. Et tu es incubé à la Pleine Image. C'est un incubateur, j'en parlerai un peu plus. Ouais, d'accord. Donc ça fait de belles expériences, tout ça. Le jeu est en train de progresser. Tu crées une régie publicitaire, donc le projet quand même commence à prendre beaucoup d'ampleur. C'est ça. Sur ces 2 années que tu viens de vivre et peut-être un petit peu les temps avant de conception de l'idée, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta meilleure leçon, la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon que tu as apprise? Alors, la meilleure leçon, en fait, il y en a eu plusieurs, je vais peut-être en dire 2-3, mais la première chose que j'ai faite avant d'arriver en Polynésie, c'était en sortie d'études, je me suis lancé dans un projet jeu vidéo incubé où je me suis associé avec mon prof de programmation de l'école dans laquelle j'étais. Pendant 2 ans, on a travaillé sur un concept de jeu vidéo, sur un produit. Voilà, c'était 2 ans un peu d'acharnement où on a plus travaillé le produit qu'on développait plutôt que de comment on allait le vendre. Et au bout de 2 ans, on a réalisé qu'on avait fait quelque chose, bien avancé sur quelque chose qu'on ne savait pas vendre en fait et que ça allait nous demander beaucoup de travail. Et en fait, du coup, on a avorté le projet parce qu'on n'avait plus d'énergie, parce que il fallait aussi qu'on gagne un peu notre vie. Et à l'issue de cette expérience, je me suis dit, mais plus jamais de ma vie, je me relance dans une expérience entrepreneuriale innovante et aussi épuisante. Et donc, je suis arrivé à Tahiti. Et la première leçon, ça a été, après avoir vu un TEDx, de réaliser que le TEDx, c'était sortir de sa zone de confort. Et après ce TEDx-là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était un peu le passage évident d'être quand on veut entreprendre des choses qui ont beaucoup de sens pour nous, d'être face à des situations d'échec et de pas lâcher prise. Et ça, la première leçon, c'est il ne faut pas forcément écouter ces échecs, dans le sens où je m'étais dit que plus jamais je me relancerais, mais plutôt ce qui fait sens pour nous, parce que même si c'est dur, en fait, ça nous apporte vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le premier projet que j'ai arrêté m'a apporté vraiment beaucoup pour Maui Games aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première leçon. Je ne sais pas si je continue sur... Vas-y, si tu en as d'autres, bien sûr. L'autre leçon, c'est que quand on fait des choses qui ont du sens pour nous, on continue, excuse-moi le terme, d'en chier, parce que c'est pas évident, surtout des projets qu'on entreprend, je veux dire ambitieux, mais ambitieux ou pas, hein, ça reste émotionnellement des grands 8 en fait. On vit des choses tellement belles et puis le lendemain on vit des choses où on est au fond du trou, où on se dit mais ça va jamais marcher et ça fait que ça et du coup c'est super fatigant. Mais par contre, dans les moments où on est en haut vraiment de la vague, on vit des choses qui sont tellement fortes, c'est tellement le bonheur que on sait pourquoi on le vit quoi. Et voilà, ça c'est déjà une belle leçon. Ouais. Humainement, on fait des belles rencontres aussi. J'ai une équipe, ma première équipe. Humainement, c'est pas simple de gérer une équipe, mais quand je vois une équipe derrière. C'est combien de personnes ton équipe Là, aujourd'hui en métropole, alors ça bouge un peu parce que du coup il y a des stagiaires qui rejoignent, mais aujourd'hui on est peut-être une petite dizaine. Et sur le projet, on est peut-être entre 10 et 15 aujourd'hui à avoir travaillé dessus sur différents aspects, mais ce qui est beau, c'est de voir que ce qui fait sens pour toi peut faire sens pour d'autres personnes. Et même si nous, on n'est pas... moi, je manque encore d'expérience au niveau gestion humaine. Et même quand il manque un peu d'expérience, quand tu partages un projet qui fait sens, ça implique des personnes derrière qui te portent, quoi. Et c'est plus toi qui portes le projet, c'est le projet qui porte l'équipe et ce que t'es, quoi. Et quand on en arrive là, je trouve que ça n'a pas de prix en fait. Ouais. On a beau avoir des torts dans notre gestion, je pense qu'on est très reconnaissant aussi pour ceux qui partagent ce projet avec nous. Donc voilà, belle expérience. Et pour la mauvaise expérience, je dirais la pire leçon.
C'est dur parce qu'en fait, chaque chose qu'on entreprend, en fait, enfin, chaque décision qu'on prend, quand on s'en rend compte, ça finit, et quand on prend un peu de recul, qu'elle soit bonne ou pas, ça sert d'expérience, ça nous permet de prendre des choix différents. La pire leçon, ouais, je crois que j'en ai pas en fait, parce Ouais. que même si c'est dur, ça reste bon en Hmm, fait. effectivement. Voilà, Comme dirait Randy Poach, les murs de briques, les échecs, les obstacles sont là pour nous tester sur notre motivation plus qu'autre ouais. chose et s'assurer que Mm. c'est vraiment ce dont on a envie. Ouais, mais c'est clairement ça. Ok, bah c'est bien, tu as réussi du coup à faire de chaque leçon une belle leçon finalement, Ouais. quelle que soit la difficulté. S'il y en a une quand Si même. une leçon, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Ah, ouais, ouais. Je sais que c'est une des choses qui a failli me faire abandonner en fait et Hmm, qui m'a parasité le projet, c'est la peur de l'échec. Et c'est ce qui m'a fait. Ouais, il faut pas avoir peur de l'échec. hmm. Ça, c'est se laisser prendre dans cette peur-là, c'est, je pense, qui peut amener à ruiner un projet en fait, à clairement nous démonter psychologiquement parce que voilà, et pas avoir peur de l'échec. Je pense que c'est une chose qui est importante. Ouais, effectivement, c'est important. Ouais. Alors, tu as lancé ce beau projet avec ces belles leçons et qui ont du sens pour toi. Donc, Mm. c'est plutôt sympa d'être aligné comme ça avec ces valeurs. Mais ça n'a pas forcément été facile, comme tu l'as dit. Tu aurais pu avoir une carrière différente dans le jeu vidéo, pourquoi pas, en tant que Ouais. développeur ou en tant qu'architecte même. Mm. Du coup, j'imagine que tu as dû quand même faire un paquet de sacrifices pour arriver à créer ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Des sacrifices, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, en fait, on est obligé d'en faire, que ce soit sur plein de choses, mais mis bout à bout, ces sacrifices, ce soit forcément sur le salaire, parce qu'on n'a pas de Mhm. salaire, sacrifice sur le loisir, même si c'est important, là je me rends compte de plus en plus de se trouver du temps à soi pour décrocher du projet, prendre du recul. Sacrifice, bah, c'est par exemple, là je suis marié, quand je vais en France pendant 6 mois, bah, je me sépare de ma femme en Mhm. fait. Je la laisse ici à Tahiti, sachant que c'est une personne qui est très aidante et un de mes plus grands soutiens dans ce projet-là, c'est elle. Et, en sacrifice, c'est c'est dur parce que je me vois pas dans une autre vie aujourd'hui. Mhm. Je crois que quand on a goûté à ça, on se rend compte que les sacrifices qu'on a pu faire, Ça en valait la peine. c'est en valait la peine. Ouais. Mhm. Ouais. C'est important. C'est important, ouais. Ça Ouais. aide à les digérer et à continuer à avancer malgré tout. Voilà, ouais, c'est ça. Mhm. Donc ça reste très philosophique ce que je dis. Et puis je pense qu'il faut chacun, quand il vit son aventure, enfin se lance dans une aventure, la vie, je pense, à sa manière et se construit autour de ce qu'il vit. Et voilà, c'est des sacrifices, des leçons, des moments de bonheur. Je pense les moments de bonheur, vont guider, enfin nous guident dans cette quête, dans cette quête-là. Et puis après, peu importe le projet, qu'il soit petit ou grand, c'est ce qui nous porte. Et je pense que c'est ce qui est important. Mhm. Super. Écoute, merci d'avoir J'ai- partagé ça. Je me suis peut-être un peu écarté de la question, Non, par non, pas contre. du tout, au contraire. Alors, tu nous disais que ton équipe, maintenant, c'est une dizaine de personnes, donc Mhm. c'est quand même, il y a du monde. Ouais, voilà. Tous en France ou il y en a certains ici aussi Tous en France, il y Tous en en a, non, France. non, il y en a certains ici, c'est des web développeurs, des graphistes, notamment. Là, on est en train de lancer. En fait, notre stratégie, c'est d'abord de créer en France, de se lancer en France parce qu'on n'est pas encore créé, de se lancer en France parce qu'on a des aides qui sont vraiment adaptées, en plus aux jeux vidéo, Mhm. pour se lancer. Des investisseurs aussi au départ qui sont plus, peut-être au départ un peu frileux, pour investir dans des projets qui sont en outre-mer. Mais nous, on tient vraiment à se développer ici. Donc la première phase, c'est de montrer que on est capable de se développer et de gérer un projet ambitieux en France et dans 1 an et demi, Mhm. voilà, maximum 2 ans, je l'espère, qu'on puisse se développer et créer une équipe ici. Donc aujourd'hui, on va travailler du coup avec des prestataires en Polynésie quand même, Ouais. parce que c'est pour nous important on travaille sur le message enfin, sur une culture du coup qui est assez forte et au-delà des symboles polynésiens, moi ce que je veux transmettre aussi, c'est ben, émotionnellement ce que ça me fait vivre et ce que je peux vivre ici en Polynésie, et ça passe aussi par
par des personnes ici locales qui vont réussir à transmettre aussi ce que moi je peux vivre à d'autres personnes. Et voilà, donc travailler comme ça, je pense qu'au début, c'est la stratégie qu'on a choisie au départ. Ouais. Et alors du coup, avec cette équipe, donc principalement en France, mais quelques personnes ici aussi, c'est déjà un grand écart entre les deux. Toi qui as l'air d'être quelqu'un de très porté sur tes valeurs, de très ancré sur tes valeurs, sur la mission que tu sers, aussi très humain, sur l'aspect émotionnel des choses. Quels sont les ingrédients de ton management dans ce contexte de Sidout Fénois qui est assez unique? Et le management, c'était une grosse difficulté pour moi au départ, encore un peu maintenant. Sachant que je pense que ça suffit pas juste de se dire qu'on est humain et qu'on veut quelque chose d'humain. Parce que derrière, quand on porte un projet, des fois, on se rend pas compte en fait on peut perdre un peu le fil des humains qu'il y a derrière, dans le sens où on est vraiment ancré dans notre démarche, mais derrière, quand il y a des humains qui travaillent avec, il y a l'aspect humain, mais dans l'aspect humain, il y a l'aspect financier aussi qui est important pour ceux qui travaillent avec toi, parce que moi je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des sacrifices sur les revenus pour m'aider, pour participer à ce projet-là. Et humainement, pour moi, c'est un peu compliqué parce que, ça se passe très très bien. Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, je suis au départ quelqu'un de très réservé. Je suis un peu peut-être dans mon monde des fois et parler de choses, partager. En fait, j'essaie à travers Sidout Fénois de partager le jeu vidéo, en fait, de partager mon monde, de créer mon monde. Mais derrière, avec l'équipe, il faut pouvoir la garder motivée à travers une vision du monde que tu as. Et celle de vouloir façonner le monde que tu veux. Et ça, c'est pas évident parce que on a des gens qui sont aussi très terre à terre et des gens aussi qui vont nous suivre mais qui vont se poser des questions, qui attendent des réponses qu'on peut pas forcément donner. Et en fait, l'humain, c'est pas que du discours, c'est aussi pouvoir apporter des réponses en fait et des certitudes que t'as pas forcément à des personnes qui t'accompagnent. Et si t'as pas ces certitudes-là, il faut réussir à les maintenir, les rassurer. Et je pense que ça demande aussi de l'expérience que je suis en train d'acquérir. Ouais, on apprend en faisant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je me suis rendu compte en fait derrière que l'humain, c'était surtout l'équipe qui créait une culture humaine. Et je pense que c'est aujourd'hui plus l'équipe qui participe à créer cette culture-là, quoi. Moi, j'y suis pour pas grand chose en fait. Derrière, c'est vraiment et je les remercie quoi parce qu'ils me font vivre du coup c'est des choses, des moments de bonheur qui sont forts et c'est grâce à eux aussi donc voilà, c'est vraiment fort pour moi de vivre ça. Super, écoute, c'est le cœur de l'expérience entrepreneuriale, j'allais dire. Ouais. Alors justement, pour parler du cœur de cette expérience, c'est une question qu'on pose tout le temps sur les Pacific Buzz, qui est généralement celle qui va révéler le cœur de l'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ces 2 années que tu as vécues, 2 années et quelques, dont tu n'as jamais parlé en public et que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui dans cet épisode? Ouais, alors j'en ai parlé à mon équipe parce qu'elle était là quand je l'ai vécu. Ça a été justement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure aussi, mais amorcé un peu, c'est la peur de l'échec quand on entreprend des choses, qu'on est lancé et que derrière on a des gens qui commencent à nous suivre, c'est quelque chose de très fort. Moi, ça a été la première grande souffrance du projet, ça a été de vivre un burn-out où je pense que je suis pas le seul parce que quand j'en parle autour de moi, il y en a beaucoup qui le vivent, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très, quand on en parle entre nous, entre entrepreneurs, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très tabou. Quand on le voit sur LinkedIn et tout ça, j'ai pas l'impression de voir les gens dire, je vois des gens qui disent que ouais, c'est dur de monter des projets, mais peu de personnes peut-être ou pas suffisamment qui parlent de burn-out. C'est quelque chose pour moi de très fréquent. Je viens d'arriver à un stade où je mangeais plus, où quand je sortais du travail, quand je finissais ma journée de travail, j'allais à ma voiture, je pleurais, les larmes. Ça me touche d'y repenser parce qu'en fait ça fait écho en fait à une période qui a été très dur. Je suis allé voir du coup forcément à un moment donné au bout de quelques semaines quand on se rend compte qu'on mange plus parce que cette peur de l'échec et tous ces gens qui sont derrière qui croient en nous, c'est motivant mais ça pèse. Elle peut nous mener dans des
sais pas comment dire, enfin ouais, moi c'était voilà, donc le matin j'arrivais au travail, j'avais envie de vomir, je mangeais plus et le soir j'allais à ma voiture, je pleurais et quand je suis allé chez le médecin où il m'a dit mais écoutez, ça va pas, faut que vous preniez du temps pour vous et de l'alprazolam et des anxiolytiques et tout ça. Là ça fout une grosse claque quoi. Ouais. Et voilà, on se dit, mais on réalise à quel point ce qu'on est prêt à mettre dans un projet. Ça, c'est vrai que je pense que c'est une réalité qui était dure, c'est de se dire, mais putain, mais en fait, ce que je suis en train de mettre dans ce projet-là, c'est ma vie, quoi. Et mine de rien, ça fout une claque parce qu'on se dit, putain, on est prêt à sacrifier de sa santé pour des projets. Et derrière, ouais, la famille m'a aidé à surmonter ça. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment moteur, quoi. Voilà, enfin, c'est une des expériences, je pense. Ouais. Je suis content d'en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve de tabou dans l'entrepreneuriat. On sait que c'est difficile, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut. On voit derrière tous les entrepreneurs à succès qui disent qu'effectivement ont gravi des montagnes, ont eu des moments difficiles, mais on ne se rend pas compte à quel point ça peut l'être. Ouais, effectivement, c'est important d'en parler. Et merci d'accepter de partager ça. On a eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres épisodes, mais c'est aussi le but de ce podcast, c'est de montrer que l'entrepreneuriat, c'est génial. Toi et moi, on est là pour en parler. Mais en même temps, ça vient aussi avec des risques dont il faut être conscient, parce que justement, ce que tu vis, ce que d'autres ont pu vivre aussi, au moins en le sachant, on peut être plus prudent et éviter que d'autres aient à passer par là aussi. Donc merci Henri d'avoir accepté de jouer le jeu de cette question qui n'est pas facile. Avec plaisir. Et on va en profiter pour faire une deuxième pause du coup. Et nous sommes de retour toujours avec Henri Médot de Seedout Fénois, avec qui nous évoquons son projet de jeu vidéo à impact positif. Henri, nous allons maintenant parler du futur. Oui. Et généralement, cette partie commence toujours avec 3 questions très simples. Je vais te demander d'y répondre avec un mot, optimiste ou pessimiste, et on rentre dans le détail après. Okay. Ton futur personnel, optimiste, pessimiste? Optimiste. Okay. Le futur de ton entreprise? Optimiste. Le futur du Fénois? Optimiste. Ok, ça marche. Alors, pourquoi optimiste sur les 3? Pourquoi optimiste sur les 3? Parce que déjà, je pense que c'est important d'être optimiste, surtout quand on est dans des projets engagés, même si au départ, c'est des raisons... En fait, je pense que on devient optimiste parce qu'au départ, on est pessimiste et qu'on se dit que le seul moyen de devenir optimiste, c'est de s'engager, de faire des choses et de les faire bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces projets... c'est une manière aussi pour moi d'être optimiste. Et de montrer que sans vouloir changer le monde, on peut façonner le monde comme on a envie de le vivre. En fait. Si le monde te plaît pas, change-le quoi. Ben non, pas changer justement, c'est de façonner un peu. Parce que façonner, c'est pas changer. Façonner pour moi, c'est changer le monde, c'est tout recommencer en fait. Ah oui, et façonner, c'est faire avec ce que tu as, qu'est-ce que tu peux apporter comment tu peux sculpter un peu le monde que tu as dans une image qui te correspond plus ou plus ça. C'est un peu comme un bâtisseur qui va faire une belle pierre pour que ça rentre, ça donne au mur une... Voilà, c'est ça, exactement. Ok, ça marche. Donc, ça marche pour toi et ton entreprise aussi optimiste parce que ça se passe bien pour l'instant? Oui, parce que ça se passe bien et parce que c'est avant tout une belle aventure. Là, on est on a des pistes auprès d'investisseurs qui sont très intéressés par le projet. Et du coup, ça amène le projet à avoir une vision plus large, une vision plus forte du projet, mais qui se rapproche du coup de la vision de rêve que j'ai de faire du jeu vidéo un monde positif. Qui a un monde positif, qui a un impact, qui fait de notre plaisir et de notre voyage quelque chose de positif. Parce que c'est vrai qu'on utilise comme message pour engager les gens, généralement on utilise la culpabilité et je trouve que c'est quelque chose de dommage et qui a été du coup vraiment qui épuise aussi beaucoup. Donc je veux montrer que notre plaisir a une place dans les enjeux de notre société. Ouais.
On peut se faire plaisir et bien faire les choses. C'est ça, exactement. C'est pas incompatible. C'est important, surtout en ces temps où on a déjà été épuisé par le contexte. On a besoin de se faire plaisir, mais du coup, si la culpabilité vient avec, finalement, on n'a plus d'option. C'est la ça, réalité exactement. est dure, le plaisir n'existe plus. Et toi, l'option, c'est de dire, entre les deux, on va trouver un espace. Voilà, tout à fait. Ok, ça marche. Et donc, pour notre Fénois optimiste, parce que le Fénois optimiste, parce que moi déjà je le vis, notre Fénois je le vis bien en fait, c'est quelque chose de très ressourçant pour moi, donc du coup c'est peut-être un peu personnel, mais pour moi il y a plein de porteurs de projets, enfin je vois beaucoup de gens engagés, enfin des amis, des porteurs de projets, des entrepreneurs engagés, et puis je pense que nos générations de toute façon vont l'être de plus en plus, parce qu'elles vont être touchées par ce qui se passe. Et je dis pas que ça va être facile, d'être optimiste, mais il y a du travail, mais en tout cas, je pense que les mentalités évoluent. Et puis parce que, voilà, je pense qu'on peut être que optimiste quand on vit le Fénois avec cette culture aussi forte. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a ressourcé. Donc voilà, je pense que sans entrer dans des choses concrètes, voilà, c'est plus un vécu personnel. Mais, ouais, c'est un ressenti. C'est vrai que je note le fait d'être optimiste, ça ne veut pas dire être déterministe en se disant voilà, tout va bien aller, donc j'ai plus rien à faire. C'est là où ça va commencer à être dangereux. Ouais, bah oui, c'est ça. Alors justement, face à cet optimisme-là, quels sont tes projets à venir? Tu disais là, le jeu est encore en développement, et j'imagine qu'il y a encore plein de boulot par rapport à ça. Il y a la régie publicitaire qui se lance. Donc ton bureau est déjà bien rempli, mais quelle est ta vision dans les années à venir pour Sidote Fénois? Alors ma vision dans les années à venir, c'est d'ouvrir un monde, mon monde, celui de mon équipe, à toute une communauté, de faire vivre, de faire voyager les gens et ouais, en fait, d'ouvrir une nouvelle voie aux jeux vidéo et celle de l'impact positif en plantant des millions d'arbres, en finançant des projets qui vont pouvoir nettoyer les océans ou des petites initiatives, des projets même innovants. Enfin voilà, c'est d'aller chercher les revenus du jeu vidéo qui sont assez hallucinants pour en faire quelque chose de beau. Ce qu'il y a de beau ce qui me laisse optimiste vis-à-vis de ça, c'est quand on voit l'évolution du jeu vidéo. Ça devient vraiment aujourd'hui, même si ça pollue, le jeu vidéo, dans le multijoueur, dans la fabrication des jeux, derrière la production d'un jeu, je pense que c'est en se référant à un film moi qui m'inspire aussi, mais dans un autre c'est Ready Player One. Et ce jeu là, moi je vois notre avenir aussi à travers le jeu vidéo, je sais pas, dans 30 ans peut-être, 30-40 ans, où on va pouvoir vivre et s'épanouir dans des mondes parallèles avec un impact sans devoir acheter des produits de consommation à base de plastique, parce qu'on retrouvera plein de choses qui assouvissent ce désir de consommation dans le jeu vidéo, et un jeu vidéo qui deviendra plus propre, beaucoup plus propre et peut-être plus inspirant. Mais voilà, je pense que l'avenir du jeu vidéo, il sera politique, environnemental et social. Voilà, je pense que voilà. Okay, c'est ça. Excellent, c'est une belle vision, très intéressant, très optimiste en effet et engageante. Alors, on a envie d'y aller, Mais du coup, en t'entendant parler de voyage, une idée m'est venue comme ça, et je te la soumets, tu me diras ce que tu en penses. Mais est-ce que du coup le futur du tourisme n'est pas aussi dans le jeu vidéo, et notamment pour nous qui sommes loin des centres, des gros clients entre guillemets? Et on se pose toujours la question, on dit on fait venir des gens dans des gros avions, ils sont beaux nos avions, mais ils polluent. Est-ce que du coup on pourrait pas les envoyer à Tahiti dans des jeux vidéo? Eh ben, j'y crois. Et je pense que ce sera aussi une des manières de générer du revenu localement, sans forcément, on a aussi envie de voir. Je pense que le voyage, c'est quand même un sujet un peu délicat, parce que quand on voyage, même si on peut voyager dans les jeux vidéo, je sais que quand on voyage, il y a aussi quelque chose, il y a du spontané, il y a du spontané, de l'humain. Moi, le nombre de Polynésiens qui m'ont apporté, on en rencontre beaucoup de bonheur, de joie. Il y a des choses qu'on ne pourra pas remplacer, mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourra offrir aux gens, c'est effectivement transmettre
Des valeurs, ouais, du voyage. Mais le voyage, par contre, si. Alors, pour les personnes âgées, par exemple, qui sont dans des maisons de retraite en France, on teste aussi la réalité virtuelle, où le jeu vidéo, en fait, ça devient un moyen de voyager pour les personnes qui ne le peuvent pas ou ne peuvent plus. Et le témoignage, le ressenti de ces personnes-là, c'est pourtant des personnes qui vont avoir 80 ans. C'est justement ça, quoi. C'est merci parce que j'ai eu l'impression de voyager et j'ai pu faire quelque chose que je pouvais plus faire depuis des années, quoi, où j'ai même jamais eu l'occasion de faire, voyager au bout du monde. Et c'est tout là le potentiel du jeu vidéo et ce qu'il faut dévoiler, révéler encore plus, c'est ça, quoi. Effectivement, donc bientôt Tahiti Tourisme aura une agence jeux vidéo pour ceux qui peuvent pas voyager. Ok, super. Henri, ma dernière question pour toi. Tu as déjà beaucoup partagé, merci. Je suis sûr que tu as déjà apporté beaucoup à ceux qui nous écoutent, mais est-ce que tu aurais une recommandation, une pensée, une idée que tu aimerais partager avec nos auditeurs, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, peu importe, quelque chose de ton vécu en tant qu'entrepreneur, de ce parcours exemplaire et en même temps avec tous ces défis et ces difficultés? Alors, exemplaire, je sais pas, c'est un peu... Mais moi, je crois que la plus grosse difficulté dans ce projet-là, au départ, c'était, comme je te dis un peu tout à l'heure, j'étais un peu réservé, un peu timide et je me sens... c'est pas que je me sens pas bien dans ce monde, mais je me sens un peu différent. J'ai eu pendant très longtemps beaucoup de difficultés à m'expliquer, à parler un peu, à raconter ce que je vivais intérieurement, avoir des idées, je paraissais peut-être décalé souvent. et c'était un combat au début dans Sido de Fénois de pitcher un projet, de pitcher une vision, sachant que c'est un peu embrouillé dans votre tête, que je me sens un peu décalé. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça, ça ne doit pas être un frein. Se sentir différent, je pense que tout le monde se sent différent, mais il ne faut pas penser que nos différences peuvent être un frein dans ce qu'on entreprend, ou dans la manière dont on se perçoit peut être un frein. C'est vraiment... je pense que ce que je pourrais dire, c'est de se dire que nos différences, même si au début c'est une difficulté, c'est ce qui fait notre force, je pense, au final. Et ce qui nous amène là où on est, où on veut aller. Super, un très beau message d'espoir. Henri, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir au Pacific Buzz et d'avoir partagé ton expérience. Bon courage et bonne continuation. On attend avec impatience moi aussi, la première version, j'imagine, de Sido de Fénois, de pouvoir jouer avec en tout cas et d'avoir un impact positif en se faisant plaisir. Merci à toi également, merci pour l'invitation. Et ça a été un plaisir de de prendre ce temps pour partager tout ça, une petite parenthèse et partager ces moments forts et j'espère que beaucoup d'entrepreneurs serviront de ça aussi pour pas avoir peur de plein de choses et puis faire ce qui font sens pour eux. Super, merci. Merci à toi. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré dans les locaux de Pacific Venturi. Pendant longtemps, l'entrepreneur a été représenté comme une personne sûre d'elle, super vendeur, super pitcher, le profil presque typique du macho d'antan. Et cela a malheureusement souvent fait croire à beaucoup que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour eux. Fort heureusement, les codes changent, et comme nous le démontre bien Henri, l'entrepreneuriat est aussi une belle façon de trouver sa voie et de grandir personnellement au travers d'un engagement fort pour une idée, pour une envie d'aider le monde à s'améliorer. Quels que soient les challenges sur le chemin, Henri nous démontre bien que ce qui compte avant tout, c'est l'authenticité, la capacité à développer une vision et l'envie forte d'apporter un impact positif autour de soi. Une belle leçon de vie et d'engagement entrepreneurial. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée et à t'y abonner pour ne plus manquer un seul de nos prochains épisodes. Ce sont tes retours, tes partages et tes écoutes qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!